En fait, en 2016, l'été 2016, je travaillais sur toute autre chose, plutôt un essai justement sur, encore une fois, sur l'aviation du futur et toutes les axes en fait de développement et d'innovation de ce que pourrait être tout ce qui va se passer dans les airs demain et après-demain. Et puis par hasard, j'ai volé avec un collègue qui m'a parlé de cet accident, qui est donc un fait réel, qui est survenu en octobre 2009. Il m'a dit, voilà, t'es pas au courant, on en avait pas mal parlé à l'époque, c'est vrai que ça a été beaucoup relayé dans les médias et également au sein d'Air France, puisque je travaille à Air France. Et donc c'est un collègue qui était parti avec sa compagne, 2 amis et puis les parents de sa compagne faire un pique-nique à Propriano en Corse, depuis Cannes, dans un petit avion de tourisme, dans un Cessna Centurion. Et au retour, leur sont arrivés voilà, une des choses qu'on craint le plus en avion, c'est une panne moteur, enfin surtout quand on est en monomoteur. Quand on est en bimoteur, bon, et qu'on perd un moteur, il en reste un, mais en monomoteur, on n'a plus que les ailes pour planer et donc se poser rapidement dans un rayon d'action qui est défini par ce qu'on appelle la finesse, c'est-à-dire la faculté de l'avion à planer bien ou pas bien. Voilà, et donc ce jour-là, la mer était démontée, il y avait beaucoup de Mistral avec beaucoup de creux, il faisait très beau, mais par contre une mer qui était telle qu'il n'y avait pas de bateau en mer, et ils ont améri, ils se sont abîmés, on va dire, dans le golfe de Porto. Voilà. Et donc cet ami m'a décrit cette histoire, et qui est assez rapidement, je me suis dit, oui, là il y a vraiment quelque chose à raconter. J'ai donc rencontré Clément, le pilote, sa compagne, et finalement tous les protagonistes de cette histoire. Donc j'ai eu voilà, les secours, les secouristes, les sauveteurs-plongeurs, le pilote de la sécurité civile, les contrôleurs aériens, un peu tout le monde, pour essayer de comprendre comment tout ça s'était passé. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire à travers un récit choral, en donnant la parole un petit peu à chacun des protagonistes, parce que je me suis aperçu en les interviewant que finalement la vision que eux ils avaient eue des choses était finalement très différente de celle des autres. Chacun avait sa propre vision. Le pilote de la sécurité civile, on n'imagine pas que lui, sa journée, elle est ce qu'il faut. Voilà, pour lui est un petit peu entre guillemets banal et des événements exceptionnels, voire parfois tragiques pour chacun d'entre nous, sauf que lui il les multiplie par 10 chaque jour, quoi. Et donc voilà. Ouais. Allez, on est parti. Géant, comment tu le prononces? Géant. La corvette roule à vive allure en direction de l'aéroclub d'Antibes. La vitre de la portière est baissée, l'air est frais en ce 12 octobre. Il est 7 heures. Le soleil n'est pas encore levé, mais une frêle lueur éclaircit déjà l'horizon. Le vent roule par-dessus la calandre, s'engouffre dans l'habitacle, effleure les bras de Jehan, réveille sa nuque encore tiède avant de repartir en tourbillon. Lorsqu'il se gare sur le petit parking en face du hangar H14, des aiguilles de pin crépitent sous les pneus de son bolide. Il sourit en entendant ce bruit familier qu'il a fini par associer aux joies du vol. Il ouvre la portière, puis inspire profondément, les yeux mi-clos. L'automne est vraiment la plus belle saison sur la Côte d'Azur. Alors qu'ailleurs, les premières brumes matinales annoncent déjà l'hiver, on rejoue ici la partition estivale avec des senteurs plus fines, des températures plus douces et des lumières plus pures. Il fourre dans son sac à dos une serviette, un maillot de bain et la planchette de vol de son père, un ancien pilote de chasse mort dans ses bras lorsqu'il avait 13 ans. En avion, il ne s'en sépare jamais. D'un pas alerte, il marche vers l'aéroclub que l'on distingue à peine derrière les transformateurs électriques dans un virage de la route, ceinturant l'aérodrome de Cannes-Mandelieu. « Bonjour Caroline, tu es bien matinale, dit-il à la secrétaire en poussant la porte grinçante. J'avais des papiers en retard, mais il y a plus matinal que moi. Constant est déjà là. Il t'attend dans le bureau des préparations du vol. Je l'aurais parié. Je suis sûre qu'il a déjà déposé le plan de vol. » Dans le local, Constant a étalé la carte de navigation et tracé la route reliant l'aérodrome de Cannes à celui de Propriano. Il a imprimé les prévisions météo de la journée pour les terrains d'aviation de la Côte d'Azur et de Corse, ainsi que les bulletins aéronautiques qui signalent les équipements en panne.
Concentré sur l'étude de ses documents, il n'a pas entendu Géant qui s'est approché discrètement et reste un instant derrière lui. Constant est un modèle pour Géant, pilote de ligne expérimenté et instructeur. Il l'impressionne par son calme et sa pédagogie. Ils ont volé ensemble tout l'été. Constant cherchait une opportunité pour naviguer à peu de frais et Géant, vice-président de l'aéroclub et pilote privé, un moyen de progresser sur une machine plus performante que les habituels Robin DR400 du club. Leur amitié fut scellée autour d'un Cessna Centurion T210 prêté pour le prix de l'essence par son propriétaire. Claude, un homme d'affaires, plus souvent en Afrique du Nord que sur la Côte d'Azur. Géant est conscient des étapes qu'il a franchies grâce à Constant, placide en toutes circonstances. Donc là, on est un petit peu... déjà, on voit déjà les protagonistes. Oui, bah, les deux principaux protagonistes, hein, qui sont donc Constant et Géant. Donc, bon, ça, on va dire que dans ce livre, allez, 95%, c'est la réalité. Après, je me suis octroyé une part de liberté et j'ai écrit ça un peu comme un roman, en inventant des dialogues, en charpentant, on va dire, certains personnages d'une manière un peu différente que ceux que j'ai rencontrés. Et donc l'idée, c'était en effet d'avoir un récit comme ça, un petit peu, qui nous tienne en haleine. Et c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas raconter ça de manière journalistique et de manière voilà, strictement conforme à la réalité. Après, là, c'est vrai que dans ce chapitre-là, on présente un petit peu les personnages, on fait connaissance avec les personnages. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que Constant, donc, il était arrivé sur la Côte d'Azur avec sa compagne, il cherchait un moyen de voler, de se faire plaisir finalement avec un avion d'aéroclub. Et puis Géant, qui en effet était président de l'aéroclub de Cannes, lui, il utilisait cet avion pour son métier. Il a un métier un peu particulier parce qu'il est... il est responsable d'une chef d'entreprise, il est responsable d'une société de yachting, je ne sais pas comment on dit, yachting peut-être. Et donc il a un métier de service, il est au service de tous les milliardaires de la planète qui viennent, alors l'été, et puis parfois pas que l'été, sur la Côte d'Azur avec leur yacht, et donc il se met à leur service en essayant de répondre à tous leurs caprices. Alors parfois il arrive des trucs rigolos que je décris un petit peu plus loin, comme aller chercher des animaux en peluche gigantesques pour la soirée safari de Abramovich qui bouille dans la baie d'Olbia et qui a décidé de fêter l'anniversaire d'un de ses joueurs de foot de Chelsea. Voilà, et donc il commence à sympathiser et finalement eh bien, Géant va utiliser les compétences de Constant pour se former et s'améliorer en sachant que le propriétaire, qui est aussi pilote, lui par contre est pas un très bon pilote et il ne se sert pas beaucoup de l'avion parce qu'il en a peur. Au moment où se passe l'événement, cet avion a été acheté par le propriétaire quelques mois auparavant, qu'il a fait expertiser, qu'il a fait contrôler. Il y avait quelques petits soucis déjà sur le moteur, mais il n'était pas obligé de le changer parce que la réglementation, comme c'est un avion immatriculé aux États-Unis, la réglementation n'impose pas, en France en tout cas, de faire des modifications. S'il avait été immatriculé en France, ça aurait été différent. Mais bon, il se retrouve avec un avion, avec comment dire, des sondes de température dans chacun des cylindres du moteur, donc le moteur est super surveillé. Mais le moteur, il est quand même un peu malade. Voilà. Alors bon, ils ne le savent pas, hein, Clément et Constant. Constant et Jean, ils vont le découvrir un peu plus tard. Je ne suis pas certain que je partirai tout seul en Corse avec une météo pareille. Mais aujourd'hui, c'est toi le patron. Il n'y a aucun souci, Géant, ça vole. L'important, c'est de ne pas dépasser les limitations de vent de travers à Propriano. Or, celui-ci est prévu dans l'axe. Pour la croisière, on adoptera notre niveau de vol en fonction de la couche nuageuse. On pourrait même longer un peu la côte jusqu'à Saint-Tropez. Comme ça, on évaluera la situation avant de traverser. Qu'en penses-tu? À cet instant, Aurore entre dans la pièce. Elle enlace tendrement Constant, puis présente ses parents, Arlette et Lucien. Dans le panier en osier que ceux-ci posent discrètement au pied de la table, Géant remarque 2 bouteilles de sauterne, un beau morceau de jambon de Bayonne et un bloc de foie gras. Arlette est une petite femme blonde, coupe au carré, la peau profondément travaillée par les rides et le soleil. Géant est surpris par la fermeté de sa poignée de main, en contradiction apparente avec la douceur de son regard et surtout sa petite voix fluette un peu cassée.
Lucien n'est pas grand non plus, mais son physique sec et musclé impose le respect. Jehan l'imagine aisément triathlète ou joueur de tennis. Les traits de son visage sont saillants comme un portrait de Bernard Buffet. Mais sans savoir pourquoi, il perçoit chez lui une forme de fragilité, peut-être dans sa posture, légèrement voûtée, moins assurée que celle de sa femme. « Je suis enchanté de faire votre connaissance, leur dit-il, depuis le temps que Constant et Aurore attendaient l'occasion de vous emmener en Corse. » Puis, se tournant vers Constant, ravi que l'éruption d'Aurore et de ses parents ait interrompu ces tergiversations. « Eh bien, Constant, on y va? Si mon neveu ne nous met pas en retard, on pourrait même décoller vers 8h30. » Voilà, les autres protagonistes, les autres naufragés arrivent. Aurore, donc c'est la nouvelle compagne, on va dire, du pilote, parce que ça c'est important, parce qu'en fait, au-delà d'un accident d'avion, vous allez le comprendre au fur et à mesure, ce qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est que c'est une histoire d'amour. Aurore, à ce moment-là, est en plein divorce. Elle part un petit peu dans l'avion pour alléger les soucis de son quotidien. Et elle emmène ses parents qui ont à peu près 70 ans. Il y a un autre protagoniste, je ne sais pas si tu vas le présenter après ou pas. Oui, si, on le si. Ouais. Mais là, en fait, il n'a jamais rencontré ses parents, Constant. Non. Enfin, si, Constant a rencontré ses parents une ou deux fois avant. Mais c'est vrai que ce vol, c'est un peu l'occasion, voilà, de sceller un petit peu leur relation. Et donc, il y a une forme d'enjeu familial, on va dire. Et l'idée de ce vol, c'est un pique-nique. Hein. Voilà, l'idée de ce vol, c'est à la journée. Hein. C'est pas, c'est un pique-nique de luxe. Hein. Alors, c'est vrai que justement, le père d'Aurore, lui, il n'est pas trop partant. Il trouve ça un peu ridicule. Il trouve que c'est un peu un truc de pilote. En Corse, quoi. Hein, voilà. Bon, ça, c'est vrai. En plus, c'est vrai que c'est un peu un truc de pilote. Ouais. On va prendre l'avion, on fait 2 heures de vol et puis on va pique-niquer en Corse. Propriano, la piste de Propriano est juste au bord de la mer, donc c'est vrai qu'en bout de piste, il y a la plage. Donc c'est assez sympa, on garde l'avion, on marche le long de la piste et puis hop, on va se baigner. Voilà, alors Lucien, lui, il n'est pas trop partant, mais en plus, il a un peu peur, il n'aime pas trop ce genre de manège. Mais voilà, pour faire plaisir à sa femme et à sa fille, il va se plier à ce petit jeu du pique-nique. Et en plus, la météo est moyenne. La météo est moyenne, disons qu'il y a beaucoup de Mistral, donc forcément ça rafraîchit un peu l'atmosphère. J'ai appelé Claudière pour confirmer le nombre de gilets dans l'avion. Il m'a certifié qu'il y en avait 6, mais j'en en trouve que 2. J'ai enfoui à son tour dans les moindres recoins du Cessna pour aboutir au même constat. Je crois qu'ils en ont à la boutique Pilot Shop, mais elle n'ouvre qu'à 10 h, rétorque Jehan. C'est tout de même rageant, regarde-moi ce soleil, le ciel nous tend les bras. On pourrait peut-être partir comme ça, de toute façon personne ne viendra vérifier. Ça c'est sûr, mais ce serait mieux de les avoir. Avec tous les vols qu'on a fait sur cet avion, on le connaît, tu ne le crois pas? Tu te rappelles, il a été révisé il y a 6 mois, tout était impeccable. Je vais peut-être même l'acheter, tant il me rend de service pour le boulot. Ouais, un autre jour, j'aurais peut-être été moins regardant, mais aujourd'hui, je me sens d'humeur à être dans les clous. Même si ça ne me réjouit pas de prendre 2 heures de retard, allons boire un café en attendant l'ouverture de la boutique. Jehan et Constant retournent à l'aéroclub dans la lumière dorée qui se répand à présent et annonce la nouvelle à leurs passagers. Grégory est arrivé entre-temps et se fait gentiment tancer par son oncle. Jehan éprouve une grande tendresse pour Grégory qui, après une scolarité erratique, vient de fêter ses 22 ans et lui a trouvé un poste de second sur un yacht à Saint-Tropez pendant la saison d'été. Ce travail lui a permis de reprendre confiance et ses tics ont disparu. Oui. Donc, alors, là, on aborde la question des gilets de sauvetage, un petit peu comme des jalons. Hein. Moi, j'aime bien construire une histoire un peu comme un film de cinéma, c'est-à-dire quand on fait un film, aucun plan évidemment n'est mis au hasard. Et parfois, des plans ils servent de jalons comme ça pour la suite de l'histoire. Dans l'écriture, je trouve que c'est la même chose. Donc on parle des gilets, et en plus ça correspond à la réalité. C'est vrai que ce jour-là, il n'y avait que 2 gilets dans l'avion. Quand on fait la traversée pour aller en Corse, évidemment, il vaut mieux avoir des gilets pour tout le monde. Si ce jour-là, ils n'avaient pas attendu 2 heures, ce livre il n'existerait pas parce que l'histoire n'aurait pas été la même. Voilà, ce jour-là, il n'y a que 2 gilets. Le propriétaire n'était pas tout à fait clair là-dessus. Et donc, ils attendent pour
pour louer des gilets afin que tout le monde soit équipé. Voilà, maintenant d'ailleurs, il est recommandé, quand on fait des traversées maritimes comme ça, d'avoir un canot de sauvetage. Mais à l'époque, la réglementation ne l'imposait pas. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avions qui traversent et qui n'ont peut-être pas tous les éléments non plus. Les avions privés, quand même. Oui, les avions privés, bien sûr. Après, voilà, pour les avions commerciaux, c'est autre chose. Mais les petits avions privés, personne ne va aller vérifier tout ce qu'il y a dans la soute. Donc voilà, c'est à chacun d'avoir sa conscience pour soi. Et puis, c'est un peu comme en montagne. Quand on part en montagne, on prend ce qu'il faut, ou alors on y va un peu plus léger en acceptant une dose de risque supplémentaire. Et puis donc il y a ce sixième personnage, Grégory, qui arrive. Voilà, et Grégory, c'est le neveu. C'est le neveu de Géant, qu'il a un peu pris sous son aile pour le remettre dans le droit chemin, on va dire. C'est un enfant un peu pas très scolaire et qui a eu quelques difficultés à trouver sa voie, et donc il l'aide à s'orienter un peu dans la même voie que lui il a pris. En travaillant sur les bateaux, dans l'univers dans cet univers un peu particulier des yachts de luxe. Voilà. Donc c'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Alors lui, il a pris une ou deux fois l'avion, il a adoré ça. Et voilà, donc là, maintenant qu'on a pris connaissance un peu de tous les personnages, ça c'est un élément qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans l'avion, et ça va avoir son importance pour la suite, il y a un peu 3 générations. Il y a un jeune homme, on va dire, qui est au début de sa vie avec peut-être la force et l'insouciance de son âge. Il y a un couple de 40 ans, un couple, on va dire, qui a déjà eu un couple tout neuf, mais quand même avec des enfants jeunes, donc ça veut dire avec un enjeu fort quand même, des responsabilités, et puis aussi pour Aurore, des soucis liés à son divorce, et elle a des biens matériels, il va falloir trouver comment on s'en sort par rapport à ça, etc. Et puis la génération de ses parents qui eux sont plutôt dans la dernière partie de leur vie, et voilà, ça m'intéresse beaucoup parce que ça soulève la question de savoir quels sont les ressorts quand on est placé dans une situation de survie, qu'est-ce qui fait qu'on va survivre, où on va aller puiser les forces pour se dépasser et aller au-delà de ce qu'on ferait en situation normale pour survivre. Et évidemment, en fonction du moment où on est dans sa vie, de ses responsabilités, les ressorts ne sont pas les mêmes. Et les réactions face à l'adversité ne sont pas les mêmes. Et puis il y a un vol aller qui se passe très bien. Là, c'est le pilote qui écrit, j'aime bien ça. Le Centurion porte bien son nom. Au quart de tour, les injecteurs inondent les cylindres d'un fleuve d'énergie liquide dont la mise à feu anime l'hélice. La carlingue et les corps, tout vibre à l'unisson. Une poussée sur la manette des gaz et la machine hennit, prête à bondir à l'assaut du ciel. Quelques instants plus tard, par un simple mouvement du manche, Géant nous propulse dans la dimension verticale. Très vite, le golfe de la Napoule est effacé du paysage, tandis que le Centurion conquiert de l'altitude. De gauche à droite, l'avion est ballotté, mais Géant conserve le cap vers Saint-Tropez, indifférent aux pavés qui semblent avoir été jetés au hasard sur notre route. Au large, la mer fume. Sur les crêtes des vagues, le vent arrache l'écume pour le projeter un peu plus loin, comme un peintre impressionniste qui parsèmerait de blanc un fond bleu par trop uniforme. Géant pilote et navigue. Je lui file un coup de main pour la radio. Malgré les turbulences, je me délecte du spectacle. Sur la gauche, un déchaînement de forces mouvantes, insaisissables. Sur la droite, comme figés à jamais, les massifs de rhyolite séparant Mandelieu de Saint-Raphaël. Et déjà apparaît au loin le golfe de Saint-Tropez. Le moteur turbo-continental ronfle, plus robuste qu'un vieux poêle en fonte, et vers 5500 pieds, les secousses diminuent, puis tout devient calme. Nous voilà perchés à l'abri du tumulte, bercés par le chuchotement de l'hélice, comme suspendus au-dessus du vide dans un manège qui n'aurait d'autre intérêt que le défilement paisible du paysage. Alors, Lucien, vous voyez qu'il n'y avait pas raison de s'inquiéter. Ben oui, voilà, Lucien il a un petit peu peur. C'est le papa, Lucien, qui est un peu ronchon, qui n'est pas très content d'aller faire ce pique-nique. Voilà, lui il aurait préféré prendre la voiture et puis aller pique-niquer à l'Estérel.
Et là, bon, les turbulences se calment, donc ils s'apaisent un petit peu. Et puis, dans ce vol aller, eh bien, chacun un peu dans ses pensées. Ça se passe assez rapidement, puisqu'évidemment il y a du Mistral, donc ils ont le vent arrière, et donc ils vont beaucoup plus vite que le temps normal. Et petit à petit arrive la Corse, se profile le relief de la Corse. Et donc là, c'est l'occasion de s'intéresser aux autres protagonistes. Parce que c'est vrai que là, on a le récit en fait alterne les points de vue, comme je vous l'ai dit. Constant, les chapitres qui concernent Constant sont à la première personne, parce que c'est le pilote et c'est, on va dire, l'acteur principal. Et les autres protagonistes sont à la troisième personne. On est un peu dans la tête de chacun d'entre eux et on passe comme ça, de manière alternative, dans la tête des uns et des autres, pendant qu'évidemment le récit se déroule. En fait, il y a une sacrée unité de temps, hein. Ça se passe toujours dans la même journée. Ah oui, tout à fait. Tout se passe dans la même journée. C'est un récit qui aurait pu s'appeler, d'ailleurs c'était un des titres que j'avais mis au départ, ça aurait pu s'appeler 24 heures pour renaître. Voilà. Mais bon, après 6 minutes 23, on aurait dit que j'étais un obsédé du temps, donc il a fallu que je trouve autre chose. Ouais, c'est bien. Alors on va passer à ce qui se passe encore sur les autres protagonistes. Bonjour messieurs, bienvenue à la base aérienne 126 de Solenzara. Vous êtes tous de bons soldats, vous avez tous des états de service remarquables et les psys ne vous ont pas jugé trop stupides. Vous êtes médicalement aptes, vous avez réussi le stage initial, plongeur de bord à Saint-Mandrier, bravo. Certains d'entre vous ont des breloques plein le barda, mais sachez qu'un candidat sur 2 retrouvera sa base d'origine ce soir. Vous êtes ici pour passer des tests complémentaires, physiques et psychologiques. La route est encore longue, les meilleurs ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Bonne chance. Ces phrases prononcées à l'adresse des candidats de la nouvelle sélection de sauveteurs plongeurs dans l'armée de l'air, Megahertz les a longuement répétées. Plus à l'aise dans l'action que pour haranguer les troupes, il se tient à contre-jour sur le seuil du hangar de l'escadron d'hélicoptères 01044, Megahertz, c'est ainsi que ses collègues le surnomment, Manuel Hernandez, en raison de son trigramme MHZ, utilisé sur le grand tableau des opérations. Mais les anciens disent qu'il lui viendrait plutôt de son implication sans faille dans cette confrérie de soldats d'élite, dont la diversité des missions leur a valu un autre sobriquet plus prosaïque, les couteaux suisses de l'armée de l'air. En ce milieu de matinée, le soleil inonde le bâtiment. Il chauffe les tôles grises et luisantes du Super Puma, dont les 2 turbines au-dessus du cockpit ressemblent aux yeux d'une mouche, épiant alentour à 360 degrés, la moindre trace de vie humaine. L'escadron 01044 ne réalise que des missions de paix. Lorsque d'autres soldats sont amenés à tuer, ceux de Solenzara ravivent l'espoir dans les yeux des désespérés. Peut-être rachètent-ils les péchés de leurs collègues. L'essentiel de leur temps est consacré aux entraînements, puis aux missions de recherche et de sauvetage en mer, sur terre, de jour comme de nuit. Lorsque tout le monde est rentré au bercail, que les éléments se déchaînent, que plus personne n'y croit, on les appelle. Oui, ça c'est donc les sauveteurs de Solenzara. Donc j'ai rencontré en effet l'équipe là-bas. Ils doivent être une quinzaine, je pense. Et c'est vrai que ce livre a été l'occasion pour moi de mettre un petit peu en lumière des métiers qui finalement ne sont pas très très connus. C'est souvent des personnages de l'ombre, mais qui consacrent leur vie à sauver des vies, qui consacrent leur vie aux autres. Et donc c'est vraiment des belles rencontres. Et donc, bon, Megahertz, c'est pas son vrai nom, hein, mais voilà, j'ai trouvé ça rigolo de modifier son patronyme. Et il s'appelle Alain dans la vraie vie, et donc Alain, que j'ai rencontré sur la base de Solenzara, m'a expliqué un petit peu toute leur mission. Alors c'est vrai que ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'il y a un peu une galerie de trophées où ils mettent les pare-battages, des palmes, des gilets de sauvetage, un peu avec les années comme ça, le nombre de vies sauvées, et c'est vrai que c'est des militaires un peu particuliers, hein. Donc eux, ils passent leur temps à s'entraîner et puis en effet à aller sur des terrains où il y a du grabuge, et en général
comme ils ont des équipements quand même très spécifiques, ils peuvent faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Voilà. Et donc, ils sont basés à Solenzara, mais comment dire, leur mission concerne tout le sud de la France. Hein. Ils peuvent aussi bien aller dans les Alpes. Et voilà. D'ailleurs, quand il y a eu le crash de Germanwings, on les a sollicités, par exemple. C'est un peu notre PGHM à nous, sauf que c'est l'armée. Oui, voilà. Et que nous, c'est les gendarmes. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'ici, il y a le PGHM dans l'univers de montagne. Alors, ils peuvent aussi aller dans la montagne, hein, mais ils ont un territoire quand même très large, hein, voilà, toute la moitié sud de la France. Après, je pense s'il y avait un gros... c'est vrai qu'ils interviennent généralement sur les accidents aériens ou... après, peut-être qu'ils pourraient intervenir sur un accident de train, enfin sur les gros trucs. Quoi. Gros trucs, Et puis on continue. Ils ont des modesties, en plus, c'est des gens qui... faut leur demander un peu, pour qu'ils nous racontent leurs exploits, entre guillemets, il faut leur tirer les verres du nez. Oui, j'imagine. Ici, Franck, à la régulation médicale. Préparez un secours médicalisé avec la civière, on vous attend à l'hôpital de Bastia. Ok, c'est bien compris, ici Nico pour Tony. Tu as pu localiser l'appel? Apparemment, il provient d'une zone autour du lac de Goria. D'accord, je prends la mission. Hervé connaît ses coins par cœur, on devrait les retrouver sans difficulté. Nico raccroche puis se dirige vers le petit local de briques et de broc où Hervé, le médecin, sangle le matériel sur la civière. De nombreux médicaments jonchent le sol. Les 2 étagères que Nico et Hervé ont bricolées afin de ranger les éléments les plus sensibles sont largement insuffisantes pour stocker une dotation qui enfle chaque année. Les locaux de la base de Bastia sont insalubres. Nico se souvient encore de la réaction de ses chefs lorsqu'il leur en avait fait la remarque à son arrivée. « Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est un simple constat, leur avait-il répondu de sa voix de baryton, qui, mêlée à un fort bruit de respiration, donne toujours à ses interlocuteurs l'impression étrange d'entendre une chaudière qui ronronne. Il avait alors pointé les poutrelles métalliques dépassant de murs craquelés, puis emmené ses collègues visiter les toilettes dont le carrelage s'affaissait dangereusement au-dessus de la fosse septique. Après quelques mois passés à déménager les déchets les plus inutiles qui s'amoncelaient depuis des années dans le hangar, les chefs avaient fini par convenir que l'énergie nouvelle insufflée par Nico avait fait du bien. 120 kg de matériel sont chargés sur la civière, un électrocardiogramme, un défibrillateur, le sac de toxiques, une couverture chauffante, l'aspirateur de mucosité. Nico saisit la civière avec l'aide de Bernard, le MOB, M-O-B de Michel, jeune secouriste et Hervé, puis il l'achemine à grands pas à travers le cargo de la soute de l'hélicoptère. Nico le regarde avec admiration. Ce sont eux les vrais héros des secours, pense-t-il. Il en a tellement vu des parapentistes chevronnés fauchés par un mauvais vent, des vététistes sveltes et puissants éjectés par une pierre saillante, que les chirurgiens parviennent à réactiver quelques terminaisons nerveuses pour que ces jeunes hommes devenus des légumes puissent continuer à bouger les bras, lui a toujours paru magique. Lui-même ne se considère que comme le simple opérateur d'un moyen de transport. Il n'en tire aucune vanité. Le Dragon, un hélicoptère EC-145, est garé devant le hangar. Vêtu de rouge et de jaune, cet animal ferré a conquis le cœur des Corses. Dans un pays au relief escarpé, aux routes étroites et sinueuses, il se faufile entre les sombres vallons, épouse les crêtes et se hisse jusque dans les villages les plus isolés. Lorsque le claquement de ses pales retentit au-dessus du maquis, c'est l'espoir qui souffle à nouveau. Oui, Nico Mignone. Alors Nico Mignone, c'est le pilote de la sécurité civile qui a eu un rôle évidemment majeur dans ce sauvetage. Et donc c'est un personnage haut en couleur qui, là j'ai pas eu besoin de trop modifier la réalité parce que c'est vraiment un mec super, très attachant, un peu casse-cou, je dirais pas ça, mais qui est prêt à prendre certains risques, voire à tordre le cou à certaines règles pour préserver sa conscience. Et c'est ce qu'il fera d'ailleurs ce soir-là, puisqu'il va prendre une décision qu'il n'était pas autorisé à prendre. Et donc voilà, c'est ce qui m'a frappé dans ce personnage, c'est un peu son quotidien. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, quand on entend parler d'un amérissage, d'un accident d'avion comme ça, où il y a 6 naufragés qui vont se retrouver à la flotte en début d'après-midi dans le golfe de Porto,
Évidemment, tous les moyens se mobilisent pour essayer de les récupérer et puis que tout le monde est focalisé sur eux. Or, Nico, en l'occurrence, lui, il a des tas d'autres choses à faire ce jour-là et des tas d'autres missions, parce que le même jour, il y a peut-être des passagers malades à transférer de Bastia à Ajaccio, il y a un accident de la route, il y a un randonneur qui s'est perdu en montagne et qui s'est tordu une cheville qu'il faut aller chercher. Et donc lui, en fait, son quotidien, c'est un enchaînement comme ça de missions. Il en fait parfois 9 ou 10 en plein été. Et puis d'ailleurs, là, aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, il est à l'Alpe d'Huez en ce moment, et puis il ramasse des bras cassés, des jambes cassées, des gens qui se font prendre dans des avalanches, on va dire, pas à l'appel, mais pas loin, quoi. Donc c'est vrai que après, est-ce qu'on s'accommode à ces problèmes et à un quotidien fait de toutes ces incertitudes? Je ne sais pas, mais en tout cas, lui, finalement, cet amérissage, ce n'était qu'un des événements du jour. Voilà. Il regarde ça avec, non pas froidement, mais je veux dire, il a une mission, il fait la mission qu'on lui demande, et également avec beaucoup d'humilité, parce que, comme je le dis dans le livre, pour lui, les vrais héros des secours, ce sont les médecins, les urgentistes qui essayent de récupérer, de réanimer, ce qui peut l'être parfois quand il y a des accidents vraiment très graves, quoi. Et puis il y a une dernière personne très importante, et pour tous les pilotes, c'est la contrôleuse aérienne, l'aiguilleur du ciel. Dans l'appartement de Christine François qui domine la baie d'Ajaccio, le champagne a été mis au frais. C'est son anniversaire. Son époux a prévu une petite fête entre amis pour le dîner. Christine serre ses 2 jeunes enfants dans ses bras, puis elle embrasse son mari qui lui glisse à l'oreille en la retenant d'un geste familier. « Aujourd'hui, tu as bien le droit de rentrer avec un peu de retard, il n'y a pas d'urgence à franchir une nouvelle dizaine. » Christine sourit, habituée à l'humour tendre de son mari, puis elle referme la porte sur les 4 murs qui enveloppent son bonheur. L'arrière-saison a un goût d'été. Sous un ciel splendide, Christine suit la route sinueuse dévalant la colline d'Alata où elle s'est établie, autant par goût des larges vues dégagées que par habitude d'une position dominante dans son bureau perché au-dessus des pistes. Ils sont maintenant 4, pareils à une famille unie dont Alain serait le chef, perché dans leur arbre de béton au-dessus de la piste 0220 pour assurer la sécurité du trafic aérien transitant dans la région d'Ajaccio ou désirant s'y poser. Tous ont reçu la même formation, mais chacun occupe une place dédiée à une tâche précise. Alain supervise, téléphone du bureau de piste, enregistre les données d'information météorologique. Luc coordonne avec les autres organismes lorsqu'un trafic quitte la zone ou s'apprête à y pénétrer. Frédéric permet à chacun de s'offrir un moment de repos et remplace l'un ou l'autre au gré des besoins. Quant à Christine, installée à présent sur son fauteuil à roulettes, face à ses multiples consoles, elle veille sur les fréquences radio, délivre les autorisations et garantit les trajectoires. Tantôt scrutant l'horizon, telle la vigie d'un navire, tantôt épiant les échos sur son écran radar, elle organise le ballet des avions au centre du dispositif. Porte-voix de l'organisme de contrôle, elle relaie les intentions du pilote sur Terre. Elle tient la laisse qui l'empêche d'évoluer à sa guise comme un oiseau fou dans le champ du ciel infini et le retient parmi les hommes lorsqu'une obscure circonstance le porte vers des jardins inconnus. Face à Christine, une petite machine crache les strips, ces languettes de Bristol de 3 cm de large par 15 de long, associées à chaque avion. L'Airbus A320 d'Air Corsica en partance pour Paris-Orly vient d'activer son plan de vol. Un strip rouge préimprimé sort de l'appareil. Christine le saisit et le positionne en face d'elle sur la table. Il vient rejoindre un autre strip de même couleur correspondant au bimoteur, Beechcraft en entraînement. Les Italiens appellent. Un Learjet d'affaires russe va entrer dans l'espace aérien français à destination de Gibraltar. Il n'était pas prévu. Christine prend un strip bleu qu'elle renseigne avec les informations nécessaires à l'identification de l'aéronef. Au centre de la table, entre les strips rouges et les strips bleus, un rectangle jaune matérialise la piste 0220. Ouais. Ah bon, ça c'est le travail un peu de la contrôleuse.
Elle est dans son quotidien. Elle est dans son quotidien, dans ses gestes un petit peu techniques, etc. C'est vrai que dans le récit, il y a un certain nombre de descriptions qui permettent de comprendre comment il travaille. On imagine parfois que les contrôleurs aériens, c'est que de la technologie, avec des boutons, des écrans, etc. En fait, il manipule encore vraiment des papiers, parce que c'est vrai que c'est bien de regarder un écran, mais c'est bien aussi de doubler ce qu'on regarde à l'écran par des choses qu'on manipule physiquement. C'est moins facile en fait d'oublier un avion quelque part si on a positionné un papier qui correspond à sa représentation. Donc en tout cas à Ajaccio il travaille encore comme ça. Bon, les choses évoluent évidemment, à New York ils ne travaillent pas avec des strips physiques, mais à Ajaccio voilà. Et donc elle est dans son quotidien. C'est vrai que c'est un personnage important, c'est un personnage que j'ai inventé là pour le coup, c'était un contrôleur et puis j'en ai fait une dame parce que j'ai trouvé que c'était sympa et puis voilà, ça apportait quelque chose au récit. Et l'anniversaire aussi tu l'as inventé alors? Ouais. C'est le jour de ses 40 ans. Je suis désolé, bah oui, ça lui arrive le jour de ses 40 ans, c'est pas le bol. J'ai inventé ça aussi. Et donc Christine, oui, elle a un rôle important évidemment parce que c'est elle qui déclenche, qui appuie sur le bouton rouge et qui déclenche tout le système. Hein. Son rôle, c'est en effet parfois on emploie le terme, alors c'est un peu un terme de journaliste, mais pas tellement de pilote, le terme aiguilleur du ciel. Les contrôleurs aériens, ils aiguillent rien du tout. Hein. Un avion, il n'est pas sur des rails. Et c'est justement parce qu'il n'est pas sur des rails qu'il y a besoin de contrôleurs aériens. Et donc leur rôle, c'est d'éviter que les avions se rentrent dedans, donc de ce qu'on appelle le contrôle, de l'information. Par exemple, s'il y a un avion qui passe pas très loin, eh bien, le contrôle est tenu de nous en informer en nous appelant à la radio et en nous prévenant, voilà, il y a un trafic. Généralement, il nous dit un trafic à 10 heures, ça veut dire légèrement en avant sur la gauche, qui va passer, qui va nous croiser, etc. Et puis son troisième rôle qui est très important, c'est justement l'assistance, de déclencher les plans de secours et les plans de détresse quand il y a des accidents. Voilà, et aujourd'hui, pour l'anniversaire de Christine, pour le moment, c'est calme. Pour l'instant, c'est calme, oui, c'est vrai. Pour l'instant, c'est calme, tout va bien. En même temps, si tout était calme jusqu'à la fin, je ne serais pas là. Oui, quoi, mais... non, parce que si on revient là à nos amis qui sont partis pique-niquer, oui, pour l'instant, là ils ont atterri, ils arrivent ils arrivent à Propriano et bon, il y a du Mistral, donc Lucien qui était déjà pas très content d'aller pique-niquer à Cannes, à Propriano, il constate qu'ils ne peuvent pas pique-niquer sur la plage. Il y a trop de vent, ils sont giflés par le sable, etc. Donc, où est-ce qu'on va faire le pique-nique? Alors voilà, bon, différentes péripéties, et puis ils finissent par faire le pique-nique dans la cahute de l'aéroclub, dans un truc qui finalement n'est pas très glamour, et c'est un pique-nique un peu raté. Bon, sauf qu'il y a quand même le sauterne, avec le jambon de Bayonne, le foie gras, donc finalement il y a les victuailles nécessaires pour passer un bon moment, et un bon moment qui égaye un petit peu les cœurs et les âmes. Et puis c'est le moment de repartir, c'est ça. Oui, et puis là, bon, tout le monde est heureux, tout le monde... Je pense qu'en même temps, c'est vrai qu'ils ont aussi une contrainte horaire, parce qu'il faut aller chercher le petit à l'école. Oui, voilà. Ça, c'est un autre élément, évidemment. Aurore, qui est en plein divorce, elle est un peu stressée parce que son ex, enfin son futur ex, il est arrivé, alors ça par contre c'est la réalité, c'est un Australien, elle s'est mariée avec un Australien, elle a vécu pendant longtemps en Australie, mais voilà, ils sont depuis quelques temps séparés et puis ils ont un enfant. Ils ont un enfant qu'il faut aller chercher à l'école et elle est très stressée par le temps parce que elle a rendez-vous avec le juge aux affaires familiales le lendemain du vol. Et c'est là que normalement va se décider le jugement de qui a la garde. Et son bel Australien, il est revenu d'Australie et donc il est par là. Et vu leur relation quand même très tendue, elle a un peu peur qu'il se passe des choses pas cool. Voilà, par rapport à son fils. Donc ils n'ont pas trop le temps non plus de s'étendre. Bon, en même temps il y a le Mistral, donc voilà, on boit le sauterne, on mange le foie gras et hop, on se remet. Donc ils repartent dans l'avion, voilà. Et puis là ils chantent à tue-tête, et à un moment donné... Alors tu vas nous le faire le passage? Je la connais pas. Bon, c'est dommage, oui, parce qu'il y a un concours de chansons paillardes dans l'avion. J'en connais aucune. D'accord. J'aurais bien. Colonial, vous pourrez regarder sur internet, c'est assez... on vous passera les détails, mais...
Arrêtez vos conneries, on a un vrai problème. Tandis que je hausse le ton, un surprenant silence succède immédiatement à l'euphorie, comme si je venais de tirer le rideau rouge, marquant la fin du spectacle. Ils n'ont pas ressenti la légère décélération de l'avion. Je n'ai pourtant pas touché la manette des gaz. Quelqu'un l'aurait-il accroché par mégarde? Je vérifie qu'il n'en est rien. La position est bonne, mais le moteur ne délivre plus sa puissance, et je ne sais pas pourquoi. Une odeur de carburant envahit maintenant l'habitacle. Ça ne doit pas être bien grave, me dis-je instinctivement. La probabilité d'une panne réelle étant si faible, j'actionne les pompes carburant puis je change de réservoir. Peut-être y a-t-il une obstruction dans la durée d'alimentation du côté gauche. Toujours rien dans les manettes. Toujours la même stupéfaction à l'intérieur du Cessna. Je réfléchis un instant. Nous avons volé 30 minutes. Sur chaque réservoir à l'aller, il nous reste plus de 4 heures d'autonomie. Il ne peut s'agir d'une panne sèche. L'hélice continue de tourner en moulinet, mais notre vitesse chute irrémédiablement. Je débraye le pilote automatique pour maintenir 90 nœuds et vire de 180 degrés en direction de la côte. Je connais parfaitement les conséquences d'une panne moteur sur un avion monomoteur, mais ne les envisage pas pour l'instant. Mon unique préoccupation étant de le redémarrer. Je sens géant dans mon dos, il a cessé de rire. Regarde, la pression d'admission est à 0 et la valeur de débit carburant est incohérente. L'aiguille est passée de l'autre côté du demi-cadran. Sa voix flûtée et légère, il y a un instant, vibre à présent sur une tonalité que je n'avais jamais entendue. Oui, je sais, c'est vraiment bizarre. Je tapote sur le cadran du bout des doigts dans l'espoir de faire bouger l'aiguille, mais sa position ne change pas. On va tomber en panne? Déconne pas, me dit Géant avec inquiétude. Je ne déconne pas, on a vraiment un souci. Je préviens le contrôle aérien d'Ajaccio. Ajaccio au contrôle de Sierra Fox. On a un souci technique, le moteur ne fonctionne plus. On tente de rejoindre la côte. Bien reçu, Sierra Fox. Est-ce que vous souhaitez vous dérouter sur Calvi ou Ajaccio? Me lance alors la voix douce. Stand-by, lui dis-je, tandis que j'entreprends d'autres actions. Bouger les manettes de gaz n'a aucun effet, augmenter la mixture non plus. Pour l'instant, Sierra Fox, nous sommes en Mayday. Mayday. Nous avons une panne moteur sur un avion monomoteur. Si on pouvait retrouver éventuellement un bateau à proximité pour pouvoir amérer, ça nous arrangerait. Ben oui. C'est ce qu'il pense en effet à cet instant. Hein. Donc moment de stupéfaction, évidemment, quand on a une panne moteur, bon, c'est quand même très rare une panne moteur sur un avion. Hein. Et quand on a une panne moteur, le premier sentiment, c'est ce qu'on appelle le startle effect en anglais, c'est la sidération. La sidération, il y a eu des tests d'ailleurs qui ont été réalisés, qu'on nous montre nous dans nos formations, qui est assez incroyable. C'est la réaction de nous, êtres humains, face à quelque chose qui nous saute à la figure. Quand par exemple on est devant un écran d'ordinateur en faisant, je sais pas, en écrivant un texte, et puis s'il y a une image violente qui surgit comme ça, parce que évidemment quelqu'un l'a fait surgir, eh bien il y a des réactions physiques qui sont souvent incontrôlables. Les gens peuvent tomber de leur chaise, ils sont tellement surpris. Alors comment on pallie à ça? En s'entraînant, de manière à avoir moins d'effets de surprise. Voilà, ce moment de sidération passé, eh bien ensuite il faut traiter, il faut essayer de trouver des solutions, tout en pilotant l'avion. Ça c'est un peu la difficulté de notre métier, c'est que quand on a un souci, on n'est pas dans un bureau en se disant on va aller boire un café ou on va aller fumer une clope et puis on va réfléchir. Là non, parce que l'avion il continue à avancer et puis en l'occurrence quand il n'a plus de moteur, s'il ne débraye pas le pilote automatique, il va finir par décrocher l'avion. Il va maintenir l'altitude et puis au bout d'un moment, un avion qui diminue sa vitesse, il a tendance à cabrer pour compenser la perte de vitesse et toujours tenir en l'air. Puis à un certain moment, il décroche. Donc, quand il décroche, là, il faut faire quelque chose. Et donc, Constant, il pilote l'avion, il a les bons réflexes, c'est-à-dire tout de suite essayer de se rapprocher de la côte pour essayer de l'atteindre, en tout cas aller le plus près possible. Et puis, il essaye, il teste, il finit par toucher à tous les boutons. Et malheureusement, rien n'y fait, le moteur, il est mort. Le moteur est mort. Donc il envisage d'amérer en douceur. Il essaye, voilà. Il l'a jamais fait, évidemment. La mer est pas du tout une mer d'huile. Et donc là, c'est compliqué, très compliqué. Et c'est, on va dire, le premier miracle de la journée, c'est d'arriver à se poser dans cette mer.
Parce que amérir avec un avion dans une mer démontée par le Mistral, il y a quand même de grandes chances pour que l'amérissage ne se passe pas bien, l'avion peut-être explose et finalement il n'y ait pas de survivants. Voilà. Donc là, évidemment, chacun... alors, le petit jeune Grégory, lui, il pense que c'est une blague, jusqu'au bout quasiment, sauf le moment où on lui dit d'enfiler son gilet de sauvetage. Voilà, lui, il envoie un SMS, il est... ça c'est inventé ça. Ah, ça va. Il envoie un SMS, et donc, lui, il n'est pas dans le... Voilà, il n'a pas encore compris qu'il y allait avoir quand même un gros danger. Et puis les parents, bah, eux, ils sont un peu sidérés, ils regardent leur fille comme ça, ah bon, ça y est, c'est ça va vite en fait. Fini. Et ça va très vite, ça dure, allez, on va dire 4-5 minutes, 4-5 minutes, ça y est, ils sont dans l'eau. Mais il y en a une qui a très bien compris, c'est Aurore. Parce qu'on a oublié, Aurore, on a dit que... Oui, on a parlé un petit peu d'Aurore, qui est la compagne, la nouvelle compagne de Constant, et qui est hôtesse de l'air. Et ça va avoir, elle va avoir un rôle très important dans l'histoire. Aurore se retourne vers Géant. L'angoisse se lit sur ses traits. Elle-même ne doit guère lui offrir matière à apaisement. Un épais silence a brutalement enveloppé l'habitacle. Il remplit l'espace plus sûrement que les airs grivois de la coloniale. Seul Grégory, qui tapote sur son téléphone portable, semble en percevoir encore les échos joyeux. Constant se démène, touche des boutons, bouge les manettes, accrochée à son manche. Toute question est inutile. Elle doit l'aider à réussir, elle a son rôle à jouer. Elle saisit son gilet de sauvetage tout en interpellant les autres passagers. « Sortez le gilet, équipez-vous !» Arlette et Lucien écarquillent les yeux, visiblement partagés entre stupéfaction et incompréhension, mais ils ne posent aucune question. Grégory saisit sa pochette lentement sans y croire. Aurore devine ses yeux rieurs derrière ses lunettes de soleil. Arlette fouille sous le siège devant elle, mais elle ne trouve rien. Son gilet a glissé entre les pieds de Géant qui le saisit et le lui donne. Elle déchire la pochette de protection en plastique et commence à l'enfiler à l'envers. L'avion file vers la mer. Aurore évalue le temps qui lui reste avant le grand saut dans l'inconnu. Une poignée de minutes. Dans l'espace exigu de la cabine, les passagers se gênent, se cognent, se contorsionnent. Arlette remet son gilet dans le bon sens. Lucien tremble en ajustant le sien. « C'est pas une blague, lance Géant à l'attention de Grégory, qui semble toujours aussi décontracté. Sous le regard attentif d'Aurore, tous parviennent enfin à serrer les sangles autour de leur taille et portent les mains sur les poignées de gonflage. « Vous tirez au poignet, vous êtes mort !» crie Aurore, qui voit sursauter Constant. Elle s'est déjà représenté la suite des événements. S'ils vont amérir à bord d'un avion aux ailes hautes, les portes ouvertes, il se remplira d'eau en un instant. Le poids du moteur à l'avant entraînera immédiatement la machine vers les abysses. Ils couleront comme le Titanic. Si les gilets sont gonflés, ils seront plaqués contre le plafond, prisonniers dans l'impossibilité de nager vers le fond pour sortir. Le centurion deviendra leur tombeau. Elle passe son gilet de sauvetage autour de la tête de Constant, puis l'ajuste à son corps, toujours en action. Il n'aura pas le temps de s'équiper, se dit-elle. Il aura peut-être même négligé de le faire, tout à son pilotage. Elle se retourne à nouveau vers les passagers. Son père et sa mère la dévisagent, cherchant dans son regard des réponses à les questions muettes. Ça y est, c'est bientôt fini, on tire un trait sur tout. Elle n'en sait strictement rien, mais pour préserver leur chance, elle décide de transgresser une règle de base. Ils ont mis beaucoup de temps à ajuster leur gilet. Sous l'eau, ils ne parviendront jamais à trouver la boucle de leur ceinture. Aurore remarque soudain que le soleil a changé de position. Il inonde à présent l'habitacle par les 3/4 arrière et creuse les reliefs d'une montagne liquide face à eux. La mer ressemble à un tapis de clous. « Détachez vos ceintures, dit-elle d'un ton calme, mais sans réplique. À mon signal, vous adopterez la position de sécurité, les bras croisés au-dessus de la tête, légèrement penchés en avant sur l'appui-tête du siège devant vous. » Donc elle a vraiment un super réflexe. Ouais, elle a surtout une super idée. C'est vrai que les faire détacher, c'était loin d'être évident. Il y a eu évidemment une enquête du bureau d'enquête et d'analyse à l'issue de cet accident. Et ils ont souligné la bonne réaction d'Isabelle. Alors il y a aussi un autre élément, c'est que d'Aurore. Il y a aussi un autre élément important, c'est que c'est vrai que le pilote, dans ce genre de circonstances, il a à gérer quand même beaucoup de choses. Donc c'est compliqué pour lui s'il avait eu en plus à gérer les autres passagers, à leur expliquer ce qu'il faut faire, etc. Lui, il était déjà, on va dire, saturé au niveau cognitif par ses actions et ses tâches.
Et donc, heureusement qu'Aurore a été là et qu'elle a pris cette décision. Et en effet, suite à voilà, quelques minutes après, l'avion heurte la crête des vagues. Très vite, en effet, il se met en position de couler. Et donc, il se retrouve quasiment immédiatement sous l'eau. Les vitres explosent. Constant, le pilote, a ouvert sa portière et l'a verrouillée en position ouverte, donc elle reste ouverte. Isabelle ne l'a pas verrouillée, donc elle se referme. Et puis ils s'évanouissent. Enfin, Constant s'évanouit en tout cas, sous le choc. Arlette, qui est donc la maman, elle se casse un coude. Bon, ça, elle le saura plus tard. Elle s'ouvre le front également. Et bref, en quelques instants, il se retrouve sous l'eau. Et Constant n'arrive pas à sortir tout de suite. Comme il est pilote sur Boeing 777, les ceintures de sécurité sont un peu différentes. Elles sont au milieu. La boucle est au milieu, donc il l'a cherché là, quand il revient à lui sous l'effet du froid. Et donc il met quelques instants finalement à trouver sa boucle de ceinture, ce qui souligne aussi la bonne réaction d'Aurore. Voilà, quant au gilet, ça c'est sûr que s'ils gonflaient leur gilet, ils n'auraient jamais pu sortir de l'avion. Quelques minutes après l'amérissage, l'avion est déjà sous l'eau. Et ils se retrouvent tous les 6, miraculeusement, vivants et en surface. Et là, alors là, c'est là que l'histoire commence en fait, parce que là, tu as tout abordé dès le début. Oui, mais en magie, oui. C'est là que. En surface, ça veut dire qu'ils sont sortis de l'avion. Ils sont sortis de l'avion. Comme on est gonflé. Alors, en nageant vers le fond, à travers les vitres, par la porte, voilà, parce que les vitres ont explosé. Et donc, tout de suite, l'eau s'est engouffrée, mais du coup, ça fait aussi une voie de sortie. Lucien, le père, lui, il essaye d'abord de sortir par l'arrière, mais il n'arrive pas, voilà, c'est trop étroit, donc il replonge sous l'eau pour sortir. Et donc, en effet, assez rapidement, bon là, ils se retrouvent tous en apnée. Hein. Ben oui. Tout de suite, ils sont en apnée sous l'eau. Donc, il y a quelque chose de vital qui les fait, en fait, aller déjà au-delà. Voilà, il faut absolument respirer. Et donc, ils mobilisent toute leur énergie pour ressortir à la surface. Et là, Constant dit, on voit les côtes, parce qu'ils ne sont pas à 20 km des côtes, hein, ils sont à quelques kilomètres de la côte, dans le golfe de Porto. Et donc là, il dit, on est en France, vous inquiétez pas, j'ai lancé le message de détresse, le contrôle est prévenu, dans 1 heure, on est au sec. Ils sont tous là. Ouais. Dans 1 heure, on est à l'apéro. Il est quelle heure? Il est 14h là en plus. Hein. Il est 14h. Bon, l'apéro, c'est un peu tôt, ça ferait 15h. La mer est à 17 degrés. Voilà. Et Isabelle, elle n'est pas, Aurore, pardonnez-moi, elle n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit, et elle se dit c'est l'hypothermie qui va nous tuer. Bon, elle est un peu frêle, hein, elle est grosse comme une ablette, et donc elle doit vite sentir qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'en effet, il fait grand beau temps. Tout de suite, un gros plan de détresse va être déclenché. Alors je décris aussi dans le livre l'enjeu médiatique autour de cette histoire. C'est un avion américain qui va de Propriano à Cannes. Le pilote s'appelle, alors son vrai nom qui est marqué à la fin, hein, je peux le dire, il s'appelle Zilberberg. Et donc certaines personnes, et ça c'est la réalité, hein, s'interrogent sur la nature des passagers. On ne sait pas qui sont ces passagers. Il y a pas mal de vedettes qui vont de Cannes en Corse, surtout à cette époque, un peu hors saison, pour un pique-nique. Voilà, donc on va déclencher un plan de détresse conséquent, enfin un plan de sauvetage conséquent. Donc ça se passe à Montverdun, c'est près de Lyon, sous la colline de Montverdun. Il y a le centre stratégique en fait de secours de la dissuasion nucléaire et également de coordination en fait des secours quand il arrive un événement comme ça. Et donc on mobilise les hélicos, on mobilise les bateaux, on mobilise un avion de surveillance maritime à Atlantique 2 qui vient dans le golfe de Porto et qui est dérouté pour cette opération. Et ce qui est fascinant et en même temps terrible dans cette histoire, c'est que on va les chercher toute la journée.
et on ne va pas les trouver. On ne va pas les trouver pendant toute la journée parce qu'en fait, on ne réalise pas forcément, mais c'est très difficile de repérer un naufragé, surtout dans une mer démontée, même quand il a un gilet jaune et qui fait super beau. Et voilà, et donc c'est là que l'histoire commence. Alors après, tu me dis si tu veux que je raconte l'histoire. Non, pas tout raconter. Je ne vais pas tout raconter. Moi, je trouve que déjà là, c'est pas mal, parce qu'après, c'est intéressant, parce qu'ils ont tous leur façon de vivre aussi. Voilà, alors alors je vais peut-être dire deux choses, après ça dépend combien on a de temps encore, mais il y a deux choses, moi, qui m'ont particulièrement intéressé dans cette histoire. C'est comme je le disais tout à l'heure, les protagonistes, les naufragés, n'ont pas le même âge, n'ont pas la même expérience, n'ont pas le même vécu. Au départ, ils vont rester groupés, ils vont rester tous ensemble parce qu'ils se disent c'est la meilleure chance qu'on a d'être vus. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand on reste groupé, déjà c'est pas facile, surtout dans une mer avec des vagues, pas possible parce que sans arrêt les vagues nous séparent et donc il faut s'attraper, il faut se serrer fort et puis on se cogne, on se donne des coups de coude, des coups de jambes, etc. Donc c'est compliqué de rester groupé. Mais ils restent malgré tout groupés en grappe pendant à peu près 2 heures. En se disant, voilà, là on va être vu. Les hélicos passent et repassent le long de la côte. Alors évidemment, bon, après il faut lire le récit pour comprendre pourquoi ils ne sont pas juste au-dessus de leur tête tout le temps, mais ils ratissent large, il y a l'incertitude de la trace radar, on ne sait pas exactement où tombe l'avion, donc on ratisse le golfe de Porto et parfois on cherche un peu loin d'eux. Donc eux ils sont là et puis ils voient les secours chercher un peu partout. Et à certains moments, notamment à un moment dans l'après-midi, il y a un des hélicos qui leur passe juste au-dessus de la tête. Ils voient arriver, c'est d'ailleurs le Super Puma de Solenzara, qui arrive et qui leur passe juste au-dessus. Ils voient les pilotes, ils ont l'impression qu'ils peuvent les toucher et ils sont sûrs que là, on va les voir. Quoi. Ça y est, c'est fini, ils leur font des signes, ouais, on est là. Et puis l'hélico passe, sans s'arrêter, et ne les voit pas. Et là, ça commence à douter dans leur tête, et à ce moment-là, ils vont se séparer et adopter des stratégies différentes. Alors, il y a ceux qui nagent parce qu'ils sont bons nageurs et qu'ils se disent, bon là, l'objectif, c'est de sortir de l'eau, parce que les secours ne nous voient pas, donc il faut aller les chercher. Il y a donc les deux qui vont se mettre à nager de manière très forte et essayer d'une façon indépendante à aller chercher les secours, c'est donc Géant et Grégory qui sont de la mer, qui sont de cet univers-là, et c'est des bons nageurs, ils sont encore jeunes, vaillants, ils décident de nager. Constant, Aurore et sa mère vont rester ensemble. C'est un peu le trio à la vie et à la mort. Elle est blessée, comme on a vu, donc elle ne peut pas faire grand-chose. Sa fille va rester avec elle, et puis Constant, évidemment, il ne va pas laisser sa compagne et la mère de sa compagne toute seule. Donc, même s'il y a parfois des interrogations sur ce qu'ils font, ils restent malgré tout ensemble. Et puis il y a Lucien, qui lui est dans une attitude... plus une attitude d'abandon, on va dire. Il n'a pas envie de nager, il ne veut pas nager parce qu'il se dit que ça ne sert à rien. Il se dit que vu la mer qu'il y a, il connaît bien le golfe de Porto et les vagues qu'il voit se fracasser. Alors là, au début, il ne les voit pas, il les imagine, mais ceux qui se rapprochent, parce qu'après ils vont se rapprocher des côtes, il les voit, ces vagues qui montent très haut, le ressac très important, ils se disent on va se faire fracasser contre les rochers et de toute façon on n'arrivera pas à sortir de l'eau indemne. Et donc lui, il est plus fataliste, plus fataliste, dans une posture un peu d'attente, en se disant bon bah là le but c'est de durer en fait, c'est de durer le plus longtemps possible. Et ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que on va voir qu'au final, quels que soient les choix, le résultat finalement va être à peu près le même. Et ils vont se retrouver à peu près au même endroit parce qu'ils vont dériver pendant toute la journée jusqu'à la nuit. Et voilà, je trouve ça une belle métaphore de la vie finalement. On se débat pas, on lutte, on s'abandonne. Et au final, bon, peu importe le chemin, on va tous au même endroit, c'est ça? On va tous au même endroit. C'est pas très gai, hein? Non, mais oui, bon, c'est vrai. Ouais, là, sauf que l'endroit où ils vont, c'est quand même la Renaissance. Ouais, c'est la Renaissance. Mais voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ouais. Et puis la deuxième chose aussi qui m'a beaucoup plu, parce qu'évidemment, bon, il y a plein de péripéties, c'est vraiment une histoire assez romanesque et de cinéma aussi, parce que sans cesse il y a des rebondissements qui correspondent à ce qui s'est passé, hein. Et quand finalement, parce que bon, je ne vais pas vous le cacher, puis de toute façon
dans le résumé du livre, ils vont être secourus. Ils vont finir par être secourus. Et le pilote qui finit par les repêcher à la nuit, donc c'est Nico Mignon, notre héros de la sécurité civile. Quand il est appelé pour cette mission sur le golfe de Porto, on va lui assigner une zone de recherche. C'est l'avion de surveillance maritime qui lui dit voilà, il faut chercher dans cette zone. Lui, avant d'être affecté sur cette mission, il va calculer son propre point, il va calculer le lieu où il veut aller les chercher. Et pour ça, il fait un raisonnement totalement empirique. Il se dit, ben voilà, moi si j'avais été pilote privé et que j'avais décollé pour Propriano vers Cannes, j'aurais fait cette trajectoire. Bon là, la panne, elle est arrivée dans le golfe de Porto, donc ok, là il y a la panne. Ensuite, ils ont continué à planer, compte tenu de la finesse de l'avion, la manière dont il plane. Ils ont touché l'eau à cet endroit. Et à partir de là, il appelle donc un service qui lui donne les courants, qui lui donne la valeur du courant dû à la mer et au vent. Et donc il applique à ce point d'impact, on va dire, qu'il a théorisé, la dérive, et il en déduit qu'après tant d'heures, ils doivent être à tel endroit. Et il estime que sa position à un nautique près est juste. Et donc quand l'Atlantique 2 lui dit, voilà, vous allez aller... bienvenue au club de la recherche infructueuse, tu vas chercher dans telle zone, il dit ouais, pas de problème, j'y vais. Et en fait, il n'y va pas du tout, il va vers le point qu'il a calculé. Et c'est là qu'il va les trouver. Tout de suite, ouais. Alors que son raisonnement à la base est faux, puisque quand ils ont eu la panne, ils n'ont pas continué tout droit, ils ont viré vers la côte. Et que donc à partir finalement d'un raisonnement empirique et un peu faux, ben, malgré tout, c'est lui qui va les trouver, en désobéissant aux ordres. C'est une intuition de génie, quoi. C'est une forme d'intuition et puis en même temps de pirouette du destin, et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que ça, c'est la réalité en plus. Voilà. Et après, évidemment, il va les sortir. Alors, c'est pas lui qui va tous les sortir, parce qu'il y a d'autres intervenants, notamment les militaires, le Super Puma. Mais le premier qui sort, il n'a pas le droit de treuiller de nuit. Donc quand il les repère, eh bien, le plus jeune, Grégory, il est vraiment pas loin des rochers, et il estime que, le pilote, il estime que s'il ne le repêche pas, il va se faire fracasser contre les rochers, et 10 minutes après, il sera mort, quoi. Et donc là, il y a un petit débat dans l'avion, parce que les autres opérateurs, notamment l'opérateur du treuil, ne voulait pas treuiller, parce qu'ils n'ont pas le droit de treuiller de nuit. En fait, on n'imagine pas, mais c'est très difficile dans ces hélicoptères de maintenir un vol stationnaire assez bas au-dessus de l'eau, sans repère visuel, puisqu'il fait nuit, ils n'ont pas de repère d'horizon, et donc de maintenir le vol stable et pouvoir ainsi treuiller, ils n'ont pas le droit de le faire. Pour ça, il faut un certain type d'automatisme que eux n'ont pas. Et donc là, Nico arrive à convaincre finalement les autres qu'il faut treuiller, que c'est une question de vie ou de mort, de conscience, et donc il prend cette décision. Il faut savoir qu'après, bon, ça c'est pas dans le livre, mais à l'issue de cette histoire, il y a des collègues de la sécurité civile qui voulaient sa peau, parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas autorisé. Mais bon, voilà, il était prêt à transgresser les règles pour être en paix avec lui-même. Mais alors le serment de Piana. Alors voilà, le serment de Piana, et oui, on en vient à la partie histoire d'amour, parce que finalement, voilà, c'est le plus beau dans cette histoire, c'est ça. C'est que donc Constant, le pilote, et Aurore, comme je l'ai dit, étaient deux personnes de la quarantaine qui avaient chacun eu déjà une vie. Donc Constant a 3 enfants, Aurore a 1 enfant, et ils se retrouvent, en fait, ils s'étaient déjà rencontrés quelques années auparavant, mais bon, c'était peut-être pas le bon moment. Il y avait peut-être eu à ce moment-là une graine de semer entre eux, mais ils avaient pris des chemins différents jusque-là. Et puis, un peu par le fait du hasard, ils se retrouvent à une période où là, pour le coup, eh bien, les planètes sont alignées pour qu'une histoire d'amour se démarre entre eux. Mais par contre, ils n'ont pas l'intention de refaire un enfant ensemble. Aurore a déjà 41, je crois, à l'époque. Ils ont chacun eu des enfants, donc voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans leur dérive en mer, évidemment, le temps passe, et puis la nuit arrive. Et au moment où, un peu avant la tombée de la nuit, les secours partent.
ils n'entendent plus les secours. Et ils se disent, bon ben là, c'est foutu, ils nous ont cherché toute la journée, ils nous ont pas trouvés, et maintenant ils s'en vont. Et donc là, Constant dit à Isabelle, fait son serment en lui disant, si on s'en sort, on fera un enfant. Et ils sont à ce moment-là en face du village de Piana, dont les lumières commencent à scintiller, etc. Bon, voilà, ça fait un peu comme ça, mais en plus ça c'est la réalité. Et donc ils s'en sont sortis et ils ont fait un enfant qui s'appelle Samuel et qui aujourd'hui donc est né en 2010 et a 8 ans. Ben, merci pour cette belle histoire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, sur ce livre ou sur des guides pilotes ou je ne sais quoi. Voilà, bah écoutez, oui. Parce que des treuillages de nuit, moi j'en vois très souvent, je suis argentière. Ah oui. Dans les couloirs de l'Oignan, ils treuillent la nuit. Ils ont le confort, mais... Alors peut-être que ils ont au-dessus de la mer... Ah oui, c'est pas les mêmes pareil. Ouais, je pense que c'est différent. Au-dessus de la mer, parce que là, il y a le relief pour... Et puis peut-être que, alors ici je ne sais pas, mais peut-être que les hélicos ici sont équipés de, alors ça s'appelle le 4e axe, mais de ce fameux automatisme qui permet de treuiller la nuit. D'accord. Voilà. Problème d'horizon. Problème d'horizon, de stabilisation par rapport à l'horizon quand on est au-dessus de la mer. Bon, ça, c'est un truc qu'on connaît bien aussi en aviation, hein, c'est-à-dire que il y a eu d'ailleurs des accidents liés aux illusions sensorielles de nuit. Quand on fait des virages, par exemple, entre les étoiles et les lumières du sol, on ne voit pas la différence. Donc on peut se retrouver sur le dos, si on ne fait pas gaffe, ça va assez vite. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un horizon artificiel qui permet de se repérer. Très intéressant. Quelle histoire. C'est une histoire vraiment... moi, quand on me l'a raconté, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis bon, évidemment, quand c'est eux qui la racontent, c'est super aussi parce qu'ils sont vraiment passés à 2 doigts de la mort et ils s'en sont tous sortis. Et les sauveteurs, pour eux, c'est une histoire un peu marquante parce que c'est très rare. Alain, le sauveteur plongeur de Solenzara, il avait fait pas mal de crash aériens avant, il n'avait jamais retrouvé personne. Et là, c'est la première fois qu'ils retrouvent et tout le monde vivant. Donc pour eux, c'est un peu une histoire quand même marquante parce que et c'est vrai que ça s'est bien goupillé. Ils ont aussi bien réagi. Il y a eu tout un tas d'éléments qui, ce soir-là, ça devait bien se passer. Ils ont entendu la nuit. Et malgré tout, quand ils ont été repêchés, le corps d'Aurore était à 32 degrés. Elle était en grosse hypothermie et elle commençait à partir. C'est grâce à la préparation aussi qu'il y a eu gilet de sauvetage, etc. Bah oui, bien sûr. Ils ont fait attention ce jour-là. C'est vrai qu'on peut être tenté parfois, on peut être tenté de se dire, bon allez, on est à la bourre, 10 heures du matin. On y va, on est parti pour la journée, voilà. C'est un peu comme si en montagne, on décidait, on fait 2 heures de bagnole, on se rend compte qu'on n'a pas son arva pour partir en rando, on dit, bon bah allez, tant pis, j'y vais. Ouais, mais ce jour-là, voilà, c'est pas le jour. Donc ils ont bien réagi, ils ont eu de la chance, ils ont été rigoureux, et ils ont eu une bonne étoile. Et on va dire qu'autour d'eux s'est levée une armée au sens propre, au sens figuré, efficace pour les retrouver. Et puis en plus, voilà, c'est une belle histoire parce qu'en effet, il y a ce. Mais pour les autres, ils n'ont quand même pas attendu qu'il fasse jour pour les repêcher, quand même, les autres. Non, ils les ont tous retrouvés de nuit, ils les ont retrouvés grâce à la lumière et grâce à la pile hydroélectrique de leur gilet de sauvetage. Parce qu'Aurore a été très professionnelle. Ouais, mais c'est ça. Elle a été très pro, oui. Mais tous, mais lui aussi, quand il a dit j'achète les gilets, il était pro aussi parce que. Il dit je veux être dans les clous ce jour, je veux être dans les clous. Hein Elle a été pro, oui. Et donc, et aussi quand même, il faut souligner le rôle des opérationnels de Montverdun, qui est donc le centre en fait, de coordination des sauvetages en France. Parce que là, à la nuit, les secours s'arrêtent et une décision doit être prise sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue? Avec quels moyens? Il y a une forme de gestion. Voilà, ça c'est un enjeu que je développe aussi dans le livre, dont on n'a pas parlé dans les lectures, mais
il y a une décision à un moment qui est prise au plus haut niveau par le ministère sur conseil, on va dire, des techniciens de Montverdun sur ce qu'on fait. Et là, en l'occurrence, alors cette décision, elle peut dépendre de pas mal de paramètres. Hein. Bon, par exemple, quand Éric Tabarly est tombé à l'eau, on l'a cherché au-delà de ce qui était envisageable, enfin au-delà de la raison, on va dire, parce que aussi c'était Éric Tabarly. Et que c'était un frère d'armes, un ancien militaire, un ancien de la marine, et que donc, voilà, si on a cherché pendant 4 jours, peut-être 5 jours. Alors que bon, au bout de 48 heures, c'est terminé. Enfin, ouais, c'est terminé. Donc le dimensionnement des secours en fonction de la personnalité du naufragé, ça c'est une réflexion aussi sur laquelle le livre est censé un petit peu ouvrir. Et au-delà, le prix, entre guillemets, d'une vie. Dans un accident d'avion, les passagers n'ont pas le même prix. Les primes d'assurance pour un Américain ou pour un Nigérian, c'est pas du tout la même. Voilà. Et donc les militaires de Montverdun qui vont décider du dimensionnement des secours pendant la nuit, ils décident en effet de mettre un hélicoptère à cet endroit-là, un dispositif allégé, donc c'est là qu'on appelle Nico Mignon qui va venir. Et donc la décision, enfin la suggestion, c'est que en effet l'environnement va changer. On les a cherchés pendant des heures et des heures de jour, on les a pas trouvés. Là maintenant c'est la nuit, l'environnement est différent. Peut-être que on va les trouver, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Donc là il y a une personne qui s'appelle Arnaud Sindou que j'ai interviewé et que j'ai eu au téléphone, qui a pris cette décision-là, ou en tout cas a suggéré de continuer à la nuit. Parce qu'il estimait que l'environnement changeant, il n'avait pas forcément formalisé le fait qu'il y avait une lumière hydroélectrique parce qu'il n'en savait rien, il ne savait même pas s'il y avait des survivants. C'est pas tous les gilets qui sont équipés d'ailleurs. Oui, pas tous les. Alors maintenant, normalement, maintenant c'est à peu près la norme, mais pendant des années, c'était pas forcément le cas pour tous les gilets. Donc il n'a pas formalisé ça, mais changement d'environnement, changement de contexte, dit peut-être qu'il y a des choses qui étaient d'une certaine manière avant et qui là vont être différentes. Donc ils ont décidé de continuer, et en effet, c'est là qu'ils les ont vus. Et comment ont été repêchés les autres alors? Ah bah faut lire le livre. On va pas tout vous dire. On va pas tout vous dire. Parce qu'il y a encore des trucs. Oui, j'espère. Sinon, on va pas tout dévoiler. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'il y a des sauveteurs sur cette opération qui ont été impliqués dans le sauvetage de Florence Artaud? Parce que c'est tout près, non? Oui. Ouais. Alors, en fait, c'est un copain. Pour ceux qui ne connaissent pas, Florence Artaud, elle était en solitaire sur son bateau, elle tombe à l'eau et elle a le temps de passer un coup de fil avec son téléphone portable. Exactement. Et c'est ça qui l'a sauvée. C'était au large de la Corse d'ailleurs. C'était au large de la Corse. C'est un copain de Nico Mignon, le héros du livre, qui l'a traduit. Elle est, bon, la vraie histoire, je pourrais vous la dire, mais en off. Mais sinon, en effet, j'évoque cet événement dans le livre parce qu'en effet, c'est un événement qui avait fait un petit peu causer, on va dire, un petit peu jaser à l'époque. Mais en tout cas, elle a été sauvée grâce à son téléphone qu'elle elle a avait. appelé sa mère ou je sais plus. Comment? Elle a appelé sa mère, je crois. Oui, c'est ça. Elle avait même une touche, un raccourci qui lui a permis d'appeler. Tout à fait. Oh, elle a été retrouvée sans trop de difficultés, par contre, assez rapidement. Hein, ça a été très rapide. Mais en effet, c'est la sécurité civile de Bastia qui l'a sauvée. Elle a été amenée à l'hôpital ensuite. Elle a été amenée à l'hôpital. Et puis ensuite, elle est allée à la préfecture. Et après, elle est revenue sur son bateau pour le ramener à bon port. Ben, merci. Voilà. Merci pour cette belle histoire. Merci. Dernière question, est-ce qu'ils ont repris l'avion depuis? Oui, alors Clément, enfin Constant, c'est son métier. Donc lui, il est commandant de bord aujourd'hui à Transavia, et on va dire que ça l'a pas traumatisé. Ça fait partie en effet des expériences un peu singulières, mais lui, bon, voilà, c'est son métier et ça fait partie des choses qu'on peut vivre. En revanche, Isabelle, elle est Aurore, elle est toujours. C'est pas grave. C'est marrant parce que parfois je me trompe dans l'autre sens. Quand je les appelle parfois Aurore alors que en fait c'est Isabelle. Et donc
Aurore, elle est toujours hôtesse de l'air. Par contre, à l'époque, elle apprenait à piloter et ça, elle a arrêté. Ouais. Elle n'a pas poursuivi. Ça l'a un peu refroidi. Marie qui pilote, ça va. Ouais, c'était Constant qui était son instructeur, qui lui apprenait à voler. Et c'est vrai que ça a un peu cassé sa dynamique. Voilà, et Constant et Géant, ils ont acheté un avion avec la prime d'assurance. Alors ça, c'est un truc que je dis un petit peu à la fin. Les assureurs voulaient rien. Et bon, ils ont perdu des effets personnels hein, dans l'affaire. Pas grand-chose, mais je veux dire, voilà. Et quand ils ont demandé à l'assurance quand même un remboursement des effets, ils les ont envoyés balader en disant bah, ça va pas la tête et tout. Donc là, quand même, ils se sont dit voilà. Et puis bon, il y a eu une procédure, etc., qui fait que finalement, ils ont été dédommagés. Et avec le dédommagement, ils ont acheté un avion, un Macareux. Qui vole aujourd'hui. Alors là, apparemment, ah oui, ça c'est incroyable parce que j'ai vu Constant il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'il avait serré le moteur au roulage avant de décoller et que du coup, le moteur du Macareux il est mort et il a serré le moteur avant, au parking avant de décoller. Ouais, donc il a vraiment une bonne étoile. Mais il aime voler. Hein. Mais il aime voler. Ouais. Il aime voler et Géant, il vole toujours voilà, pour son métier. Un peu la poisse aussi quand même. Comment? Peut-être un peu la poisse aussi quand même. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, il a la poisse, mais il s'en sort bien. J'avais 200 poids, mais voilà. Vous parlez de non, c'est une passion. Vous parlez de Renaissance, oui. Les personnages réels. Qu'est-ce que cet accident leur a apporté? Et en quoi il y a eu une renaissance? Renaissance parce qu'ils ont tutoyé la mort en fait, ils se sont vus je pense mourir. Donc par exemple Lucien qui à l'époque de l'accident avait pas loin de 70 ans je pense, lui il le dit souvent, il dit maintenant c'est que du bonus quoi. Lui il a l'impression que voilà, il y était presque et puis finalement c'est reparti pour un tour. Et donc il se dit, bah maintenant, chaque journée qui passe, c'est gagné, quoi. Et donc Géant, qui est l'autre pilote, à l'époque, il avait aussi, alors c'est vrai que c'est un peu incroyable, mais vrai, il avait aussi rencontré une jeune femme peu de temps avant l'accident. Et il a eu un enfant aussi avec cette jeune femme. Et donc il a eu envie, comme Constant, hein, de donner la vie, une pulsion de vie en fait qui a été déclenchée par cet événement. Celui qui peut-être, pour lequel c'est passé peut-être de manière un peu plus, voilà, c'est le plus jeune. Lui, il était dans l'eau, c'est une aventure quand même, mais bon... on va s'en sortir. De toute façon, lui, il était persuadé qu'il s'en sortirait et il a vécu ça de manière plus légère. C'est à la limite, je fais la nage indienne et puis je vais prendre les rochers. Oui, il n'a même pas pris conscience que il n'a pas vraiment pris conscience que ça pouvait vraiment s'arrêter. Ouais. Il n'y a que à la fin, quand la nuit est tombée, où il commençait à avoir un peu froid, où il se disait, bon là quand même, c'est vrai que j'ai froid, ça serait bien qu'il se passe quelque chose. Mais... C'est lui qui était tout nu, c'est ça? Non, ça c'est Géant. Enfin bon, vous verrez. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour cette... Merci.